Aujourd'hui, donc cette session est dédiée aux mobilités. Elle fait partie d'autres activités qui ont lieu en parallèle au sein de ce hub résilience des villes et des territoires. Il y a des discussions aussi sur la prévention des crises et leurs réponses, sur l'économie circulaire, la gestion des déchets. Mais aujourd'hui, maintenant, ce qui nous réunit, c'est la mobilité et les transports. Donc je vais rapidement faire une petite mise en contexte. Non, d'abord je vais présenter les panélistes, peut-être, qui nous font l'honneur de leur présence, et puis on passera au contexte. Donc nous avons ce matin autour de la table Bernard Soulage, qui est président du conseil scientifique du GART, groupement des autorités responsables des transports. Bernard a été aussi élu vice-président de la région Rhône-Alpes en charge des transports, député européen, spécialiste des questions de transport donc. Nous avons également monsieur Saïd Chandid, qui est le directeur stratégique, coopération et qualité de l'ONCF, donc l'Office national des chemins de fer du Maroc, et il est également le responsable du bureau de l'UIC pour l'Afrique. Donc l'UIC, c'est l'Union internationale des chemins de fer. Nous avons aussi monsieur Anouar Benazouz, directeur général des autoroutes du Maroc. Nous devions avoir, et j'espère que nous allons le retrouver, monsieur Mounir Laïmouri, maire de Tanger, pardon. Et nous avons également deux personnes de UN Habitat, Alina Kochmieder, donc Climate Change and Environment Consultant for UN Habitat, et monsieur Abdelatif Bouaziz, ici Boisa, à mes côtés également, qui m'a aidé à organiser, qui a organisé cette session. Donc, sans plus durer, sur cette session numéro 1 sur transport et mobilité, je pense que nous apprendrons pas grand-chose, mais le rôle majeur de la mobilité dans le quotidien des villes, notamment, et des citoyens, sur les déplacements des personnes, sur le fret, et cette mobilité, toute croissance, développement économique s'accompagne d'une augmentation de mobilité, augmentation des interactions sociales, permet aussi un accès aux services de base comme l'éducation, la santé. Mais du coup, ce développement des mobilités rapides s'accompagne aussi, dans ce contexte de forte urbanisation, de problèmes qu'il faut prendre en compte. Pour rappel, au niveau international, aujourd'hui, 55% de la population se trouve déjà dans des zones urbaines, et cela va encore augmenter. Les prévisions pour 2050 parlent de 68% des personnes habitant dans des zones urbaines. Donc tout ça vient évidemment avec un nombre de questions critiques à adresser sur les questions de mobilité, l'augmentation du nombre de véhicules, l'augmentation des infrastructures et des problèmes qui viennent avec, de congestion, de pollution de l'air, d'augmentation d'émissions de carbone. Donc tout cela doit être vraiment pris très au sérieux. Surtout que voilà, on sait déjà qu'à l'heure actuelle, les mobilités contribuent au niveau mondial à peu près 20% des émissions. Plus le fait que si on n'a pas de système public de transport, d'infrastructure assez structuré, on peut avoir des difficultés de cohésion sociale, de ségrégation, de difficultés d'accès aux services, d'exclusion sociale. Donc ce sont vraiment des enjeux très très transversaux qui parlent aussi développement et égalité et développement social. Donc les actions sont déjà en cours évidemment, mais il y a encore beaucoup à faire pour développer des systèmes de transport durables et résilients.
Et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent sur le terrain, dont les intervenants vont vous parler à la suite. Des exemples de villes, par exemple, qui développent des plans de mobilité, qui développent les transports non motorisés, les mobilités actives, favoriser la marche, par exemple, qui reste le premier moyen de déplacement dans les villes, les mobilités douces, le développement du vélo. Par exemple, on a vu que les crises telles que le Covid ont pu permettre aussi de manière très rapide de développer ce genre de choses. Par exemple, sur les transports en vélo, beaucoup de villes dans le monde, avec les difficultés liées au Covid et au transport en commun, ont mis en place très vite des aménagements pour le vélo. Donc tout ça est aussi peut-être quelque chose un fil à tirer sur comment mieux réagir, comment mieux s'adapter à des crises futures, et notamment à un contexte de changement climatique, avec du coup une résilience nécessaire à avoir face à ce contexte-là. Donc comment développer tout cela? Évidemment, il y a un besoin de développer des structures, d'avoir une approche intégrée de la planification de la mobilité qui prennent en compte différents facteurs, comme l'usage des sols, le recours au transport public, la marche, le vélo aussi, comme je le disais tout à l'heure, être plus efficace en termes de consommation de carburant. L'électrification aussi fait partie des solutions. La digitalisation peut prendre part aussi à ce set de solutions. Mais cette approche intégrée nécessite la mobilisation de différents niveaux de gouvernance, de différents acteurs, que ce soit les États, les collectivités locales, les chercheurs aussi, les entreprises, les start-up, des associations d'usagers. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de brosser comme ça un panorama de ce qui se fait et de ce qui peut être répliqué à plus grande échelle. Donc l'objectif de cette session, ça va être de discuter tout cela, d'apporter des exemples concrets de villes, de territoires, de pays qui se préparent à ce contexte de changement climatique et à une meilleure résilience de leur système de transport. Vous apporter des exemples innovants, des bonnes pratiques, que ce soit en réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en résilience et adaptation sur les infrastructures, ou encore à la prise en compte des enjeux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour vraiment le contexte, mais je vais laisser donc Bernard Soulages nous dire quelles sont à l'heure actuelle des pratiques intéressantes et des innovations qui peuvent être mises en place pour le développement d'une mobilité durable. Merci Bernard. C'est bon, merci beaucoup, merci Romain. Donc je rajouterai à ce qu'il a dit de mon passé que je suis aussi actuellement secrétaire général de Climate Change. Et donc nous animons, et on était très heureux avec UN Habitat ce panel. Pour ceux qui ne le savent pas, le GART, c'est le groupement des autorités responsables de transport en France, et qui donc, moi j'en ai été longtemps vice-président en tant qu'élu. Et puis, mes collègues m'ont demandé de continuer de travailler en tant que président du conseil scientifique. Et nous y menons une série de travaux, et c'est un peu de cela dont je vais parler. On a mené beaucoup de travaux sur la transition énergétique. On termine demain. Je rentre à Paris demain soir pour présenter à l'Assemblée générale les travaux sur le modèle économique des transports publics. Donc, nous avons toutes les autorités régulatrices de mobilité en France, hein, les régions, les communes, les intercommunalités, et nous dialoguons avec l'État. Alors, j'ai essayé dans cette présentation de répondre à quelques questions très simples qu'on se pose tous et qui reprennent en partie ce que disait à l'instant Romain. La première question, et je crois qu'elle est fondamentale quand on est ici à la MEDCOP,
J'avoue que je me rappelle la première. J'étais à la première à Marseille, pour ceux qui étaient. Déjà, on se disait c'est un lieu très important de dialogue nord-sud. Et on continue. Et là, ma première question, c'est est-ce qu'il faut réduire la mobilité? Et c'est vraiment intéressant d'en parler ici parce que les réponses ne sont pas du tout les mêmes selon les pays. Dans les pays comme le mien, il faut réduire la mobilité dans un certain nombre de cas, ou on passait à des mobilités vraiment douces, voire les mobilités de type marche et vélo. Ça n'est pas vrai ailleurs. La mobilité est un facteur de liberté exceptionnel. Elle permet des choses formidables. Et si on ne l'a pas, souvent on est assigné, comme on dit, à un territoire, à une famille, à un lieu. Donc il faut absolument se dire, il y a des lieux où il faut développer une mobilité compatible avec les objectifs des accords de Paris, en gros, pour dire cela. Et ça passe, c'est pas moi qui l'évoquerai, mais je trouve que c'est bien qu'on ait le dialogue avec UN Habitat. À mon avis, depuis toujours, et ça fait 40 ans que je m'occupe de ce genre de questions, si on ne parle que de mobilité, on a tendance à vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Si on veut vraiment s'attaquer à ces questions-là, il faut parler urbanisme, aménagement du territoire, c'est-à-dire conception globale. La France est un pays terrible de ce point de vue-là, parce que vous avez tous entendu parler des Gilets jaunes, mais pourquoi? Parce que nous avons un territoire totalement mité, dans lequel le seul moyen de se déplacer, c'est la voiture individuelle. Ça n'est pas le modèle de tous les pays européens, par exemple. Et donc, il faut se poser cette question. Je ne veux pas en dire plus pour rester sur le thème de la mobilité, mais la question de base, c'est comment on permet à des gens de vivre autonomes et libres, sans pour autant qu'on ait un modèle destructeur pour notre environnement. Alors, après, se pose la question de quelle mobilité durable, puisque c'est cela que l'on veut. Et je crois, enfin, tout ce que nous montrons, hein, et j'ai un voisin de l'ONCF, j'étais avec le président de la SNCF il y a 3 jours, et il me rappelait que le train, c'est 50 fois moins polluant par personne et par kilomètre parcouru que les véhicules qui sont utilisés en moyenne dans le monde. 50 fois moins. Et c'est de l'ordre de 12 à 15 fois moins pour les marchandises. Donc évidemment, il y a des choix fondamentaux qui sont faits. Ça ne veut pas dire que la voiture individuelle n'a aucun rôle. Toute la question, c'est comment on articule à la fois la modification je vais en dire un mot, des véhicules individuels et en même temps le développement obligatoire des transports collectifs et des transports publics. Pas n'importe lesquels, j'en dirai un mot, mais c'est vraiment ça l'enjeu majeur aujourd'hui. Il faut garder, si l'on veut une mobilité durable, de la place pour le véhicule individuel amélioré et quand même basculer vers les formes plus collectives. Ça n'est pas tout à fait simple. Parce que nous avons, et c'est ma 3e question, la question de la transition énergétique. Il faut aller vite en matière de transition énergétique dans la mobilité. Alors, il y a 3 solutions ou 4 solutions. Je vais être le plus rapide possible. Nous y avons beaucoup travaillé. Si ça intéresse certains d'entre vous, je suis à votre disposition aujourd'hui, demain, pour en parler de façon précise. Ma conviction, la conviction de tous ceux qui sont dans ce conseil et qui a été porté par les élus, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Attention, ce rêve d'un monde de la mobilité électrique pour demain, il n'est pas viable. Il n'est pas viable. Il a sa place, mais il n'est pas viable. Pour des tas de raisons, je ne veux pas être trop long, je suis tout à fait prêt à les expliquer. Nous n'avons pas les capacités de production électrique. Une partie de ces productions électriques sont polluantes. Et par ailleurs, ça ne résout pas. Si on se disait qu'on mettait toutes les voitures électriques, eh bien, la congestion, qui est un problème majeur des villes, elle ne serait pas réduite pour autant, voire plus, puisqu'on n'aurait même pas l'argument de dire aux gens « ne prenez pas votre voiture puisqu'elle pollue ». Et donc, on aurait les encombrements peut-être N fois plus. Donc, il n'y a pas, mais il y a une place pour l'électrique. Mais elle est peut-être aussi, comme ça se développe beaucoup d'ailleurs dans un certain nombre de pays africains, sur les mobilités plus réduites que le véhicule automobile. Les mototaxis, ça se développe, les vélos à l'assistance. Il y a une place pour ça. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a un rêve qu'il est bon d'avoir en tête, mais qui est un rêve, qui est l'hydrogène. Nous soyons sérieux. Aujourd'hui, nous ne savons pas produire dans de bonnes conditions de l'hydrogène vert qui soit à l'échelle du problème de la mobilité. On en fera un peu, mais encore une fois, je ne dis pas un secret. C'était très intéressant, puisque moi j'ai beaucoup travaillé avec Guillaume Pépi, le prédécesseur de Jean-Pierre Farandou à la SNCF, sur la question de la transition énergétique dans les trains.
La conclusion de la SNCF aujourd'hui, c'est que l'hydrogène, c'est pour dans 20 ans, même dans les trains. Or, c'est dans les trains où l'hydrogène est le plus performant, voire dans les camions. Donc, attention, l'hydrogène vert n'est pas une solution pour demain. C'est la bonne solution, mais elle n'est pas pour demain matin. Donc, il reste un mixte qui doit être les normes très basses sur le diesel et l'essence, parce qu'il en faut encore. Il faut être honnête, c'est ce qui se produit de moins cher en termes de bus, en termes de véhicules, mais avec des normes de pollution très basses. Et puis, évidemment, chercher tout ce qui est autour des biogaz, de ce que l'on peut produire, notamment à travers les déchets. Hein, pas le biogaz où vous allez mettre du colza partout dans le monde pour produire des carburants, c'est absurde, mais nous produisons malheureusement énormément de déchets et on sait faire. Donc voilà, il y a un mixte qui est tout à fait possible sur ce terrain. C'est cette question de la transition énergétique qui est très importante. Et dans le même esprit, je pense qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de solution unique en matière de mode de transport. Moi, j'ai passé ma vie à expliquer à des Français que les transports, c'est un rendement décroissant. Vous faites une ligne de tramway, vous avez 150 000 personnes par jour. Vous faites une deuxième ligne de tramway dans la même agglomération, elle est à 80 000. La troisième, elle est à 40 000. Et la quatrième, elle est à 20 000. Ça n'a aucun intérêt de dépenser des centaines de millions d'euros pour 20 000 personnes par jour. Bon. Donc, il faut être beaucoup plus flexible dans sa tête sur les moyens de transport public. Eh bien, moi, je plaide depuis toujours, et je le dis volontiers au Maroc, pour qu'on ait tout le panel. Et par exemple, je me dis qu'un jour, l'Europe va découvrir que finalement, le taxi collectif ou le taxi de brousse modernisé, électrifié, avec une application d'accès, c'est extraordinairement efficace. Extraordinairement efficace. Bien mieux que nos bus qui roulent à vide entre des villes de 10 000 habitants. Mais évidemment, ça suppose une adaptation. Moi, j'ai introduit en France, je crois, avec un ou deux autres, ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service. Et puis après, le transport par câble urbain. Où est-ce que j'ai réfléchi à ça? Ce n'est pas dans les pays d'Europe, hein. C'est en Amérique latine. C'est dans des pays comme la Colombie, comme la Bolivie, où j'ai vu que ça marchait, qu'avec des bus, on passait à des capacités, pour ceux qui connaissent bien ce monde du transport, le bus à Bogota aujourd'hui, il y a autant de gens sur la grande ligne de bus à haut niveau de service qu'il y en a dans le RER-A de Paris. Si vous connaissez, c'est 1 million de personnes par jour. Eh bien, à Bogota, c'est organisé dans des bus. Alors donc, et le transport par câble, je sais qu'il y a des projets ici à Tanger, qu'il y en a, je suis prêt à en parler avec tous ceux qui le souhaitent, parce que je connais assez bien ce sujet. À Medellín, c'est 40 000 personnes par jour. Ce n'est pas un transport pour trois personnes riches. C'est les femmes de ménage qui me disaient, moi, c'est sécurisé. Avec ça, c'est génial, je descends tranquillement. Bon, je suis prêt à vous en reparler beaucoup, mais voilà, il faut être inventif. Il faut aller chercher des solutions. Il faut remplir tous les maillons de la chaîne. Si on se dit, il y a la voiture, le bus, le train, c'est fini. Non, en dessous de la voiture, il y a des choses. Entre la voiture et le bus, il y a des plus petites choses, le taxi collectif, les petits bus. Après, entre le bus et le tramway, il y a autre chose. Donc voilà le point que je voulais évoquer. Et enfin, pour ne pas être trop long et couvrir un peu le spectre, je pense qu'il faut réfléchir sur les financements. J'ai à côté de moi quelqu'un qui porte les projets autoroutiers. Il en faut. Il faut les faire intelligemment. On a tout un débat en France, vous le savez, et il y a encore une tribune pour ceux qui lisent Le Monde, et une tribune du patron historique de Vinci, hier, Pierre Coppet, sur la défense du modèle autoroutier. Il en faut, mais personnellement, pour avoir bataillé avec la Banque mondiale, je sais qu'il y a des bailleurs ici, ça a été long pour convaincre les bailleurs que dans les pays du pourtour méditerranéen comme l'Afrique, il fallait quand même faire autre chose que des autoroutes de temps en temps. Bon. Il y a des projets formidables. Moi, je vois, le dernier sommet Climate Change, nous l'avons fait à Dakar. Il y a un projet de bus à haut niveau de service, pour ceux qui le connaissent, remarquable, et où les bailleurs sont là. Hein. C'est mieux que les bus à haut niveau de service en France, hein, puisqu'ils seront tous électriques. Donc, il y a maintenant une évolution. Mais il n'empêche que nous sommes encore courts sur les financements en la matière. Et j'espère qu'à Paris, aujourd'hui et demain, puisqu'il y a un grand sommet là-dessus, les institutions financières non seulement vont dire on va faire plus pour financer la lutte contre le changement climatique, mais on va faire vraiment orienter vers des solutions performantes. Moi, si on me dit on va mettre tout le paquet sur l'hydrogène vert, je dirais il en faut, mais c'est une erreur de court terme.
Nous n'avons pas le temps. Si on me dit on va mettre le paquet sur les solutions d'infrastructure, de grosses infrastructures, je dirais oui, il en faut. Mais il faut aussi autre chose, des solutions plus pragmatiques. Ma dernière remarque, elle est pour vous, au nom d'une association que j'aime beaucoup, et c'est parce qu'elles n'ont pas pu être représentées. Elle s'appelle Codatu, pour ceux qui connaissent, puisque nous avons mené beaucoup d'actions, qui a mené aussi ce qui s'appelle Mobilize Your City. Je voulais vous dire que pour nous, du pourtour méditerranéen, c'est un formidable instrument. Vous le savez peut-être, en France et dans d'autres pays, il y a vraiment maintenant les moyens d'une coopération décentralisée en matière de transport et de mobilité. Cette association, Codatu, mène ça. Elle utilise d'ailleurs les fonds, en partie français, de l'AFD et de la contribution que les agglomérations maintenant ont le droit de faire au nom de la solidarité internationale. C'est très important d'avoir de la coopération que j'appellerais nord-sud, mais là on parle du pourtour méditerranéen. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, ça n'est pas dans un sens unique. Moi, je rêve vraiment du moment où les Français vont comprendre que l'avenir, il est aussi dans le transport collectif de type de ce qu'on voit ici ou qu'on voit dans d'autres pays. Je parlais des taxis collectifs, je parlais des petits bus. Encore une fois, moi, je terminerai vraiment là-dessus. J'ai une conviction que vous pouvez, vous et moi, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on a envie d'aller d'un point à un autre que d'y aller sans rupture de charge, comme on dit, d'y aller en partant de chez soi et en arrivant au point qu'on veut avec un seul moyen de transport. Je discutais souvent avec le patron d'Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saïgon, et il me disait « on va faire un tramway, il faut nous aider à faire un tramway ». Je lui disais « d'accord, tu fais ça », on se tutoyait, mais à ce moment-là, tu interdis les motos. Il y a 3 millions de motos à Saïgon. Et pourquoi il y a 3 millions de motos? Parce que quand vous avez une moto, vous partez d'en bas de chez vous, en plus là ils sont 4, la femme, le mari et les 2 enfants, vous passez à l'école, vous posez les 2 enfants, vous posez la femme ou le mari au pied du bureau et vous allez au vôtre. C'est absolument génial. Comment vous allez expliquer à des gens, si vous ne leur dites pas ça pollue trop, vous n'avez pas le droit, etc., que vous allez leur dire demain matin tu vas aller à pied à la station de bus, puis tu prendras le bus, puis après tu prendras le train, et arrivé à la gare, il faudra encore que tu marches à pied. Donc voilà, je pense que cette question-là, elle est décisive, et il y a des solutions partout à inventer, et je crois que c'est aussi ça qu'on peut faire dans notre coopération internationale. Merci. Merci Bernard. Merci pour cet éclairage et votre perspective vue d'ensemble. En tout cas, je vous propose maintenant de rentrer directement dans le concret d'un cas d'un pays, le Maroc, et peut-être aussi d'ouvrir un petit peu plus sur l'Afrique, vu votre double casquette. Monsieur Saïd Chandid, directeur de la stratégie coopération et qualité de l'ONCF, mais aussi le responsable du bureau de l'Union internationale du chemin de fer pour l'Afrique. À votre avis, quel est le rôle du transport ferroviaire donc, dans la décarbonation de la mobilité et la résilience au changement climatique? Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Merci, cher ami, pour cette question pertinente. Tout d'abord, si vous me le permettez, avant de répondre à la question, il faut la situer dans son contexte. Comme ça a été dit, je dirais que l'inclusion sociale, la qualité de vie et la croissance économique de tout pays restent intimement liées à la qualité de l'infrastructure du transport qui est mise en place. C'est fondamental. Pour le cas de notre pays, il faut dire que le transport constitue un maillon fondamental dans la dynamique et l'essor au sein de notre pays, l'essor socio-économique. En fait, au cours de ces 2 dernières années, notre pays a connu une accélération importante en termes de réalisation des infrastructures de transport, tous modes confondus. Un chiffre révélateur, c'est que nous avons investi au cours de ces 2 dernières décennies quelque chose comme 40 milliards d'euros. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre
je dirais, de la politique des grands chantiers visant à développer davantage ces infrastructures dans le cadre d'une vision royale. Les retombées n'ont pas manqué de se faire sentir en termes d'amélioration de la qualité, de la compétitivité de l'infrastructure et de mutation même et de reconfiguration du système de transport au sein de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour passer justement à une autre phase plus importante encore, tout en mettant la mobilité durable au cœur de notre préoccupation à travers la mise en place, la définition et la mise en place d'un schéma directeur de mobilité nationale. Ça, c'était pour le cadrage d'une manière générale. En ce qui concerne justement votre question pour le secteur ferroviaire, il faut tout d'abord souligner que, comme vous le savez, à travers le monde, le secteur ferroviaire est connu comme étant ami de l'environnement. Quelques avantages, je dirais, distinctifs et atouts du ferroviaire qu'il faut partager, je pense, avec l'auditoire, c'est son respect de l'environnement. Le rail n'émet que 2%, je dirais, de CO2, alors qu'il représente environ 10% de la part de marché des voyageurs et environ 15% de part de marché de transport de marchandises. Son niveau également élevé de sécurité, étant donné que c'est le mode le moins, il ne représente que moins de 2% de tués, tout mode confondu. C'est un mode de transport qui est également connu par son économie d'énergie. C'est 6 fois moins, pour vous donner une idée, c'est 6 fois moins de consommation d'énergie que la route. Et également, c'est un mode qui est reconnu également par son économie d'espace. C'est le cas, c'est la règle également pour le Maroc, où ce secteur de transport ferroviaire joue un rôle primordial dans la mobilité et le développement de la mobilité durable. Étant donné que les émissions du secteur ferroviaire ne dépassent pas, en termes de CO2, ne représentent que 0,47% des émissions totales au Maroc et ne représentent que 0,62% des émissions liées au secteur du transport particulièrement. Pour les chemins de fer, justement, pour ceux qui ne connaissent pas l'ONCF, rapidement en 2 mots, l'ONCF, c'est un établissement public à caractère commercial et industriel. Nous sommes une famille qui est composée de 6 900 collaborateurs. Nous gérons et exploitons un réseau qui est composé de 3 800 km de voies. Le ferroviaire joue un rôle stratégique. Nous transportons 46 millions de voyageurs et 21 millions de transports de marchandises, ce qui nous confère la position de leadership au niveau arabo-africain. C'est un secteur vital qui a connu des investissements importants, à ne considérer que les investissements réalisés au cours de la dernière décennie, pour lesquels notre pays a mobilisé quelque chose comme 50 milliards de dirhams, avec un saut qualitatif important qui va dans le sens de l'amélioration et de l'atténuation de notre empreinte carbone à travers la réalisation du projet phare, celui de la ligne à grande vitesse qui dessert Tanger, porte de l'Europe, à Casablanca, qui est le pôle économique. C'était une idée sur le secteur et justement, vu la conscience et l'importance que nous accordons au volet environnemental et d'une manière générale au développement durable, nous avons mis en place une nouvelle stratégie innovée et intégrée du rail à l'horizon 2030 et que nous sommes aujourd'hui en train de déployer à travers des actions et des initiatives d'adaptation et d'atténuation de notre empreinte carbone. Quelques actions phares qui ont été réalisées, c'est que on s'est inscrit dans une transition énergétique tout récemment. Autrement dit, depuis janvier 2022, nos trains circulent en énergie propre. Aujourd'hui, 25%, plutôt de 30% des trains circulent en énergie verte, avec une ambition d'atteindre 50% en 2025 et 100% Inch'Allah à terme. Ce changement radical et important a permis a donné lieu à un bilan économico-financier
qui est extrêmement important en termes de performance et qui nous encourage à aller de l'avant, notamment en termes de réduction de la facture énergétique et d'atténuation des effets des gaz à effet de serre. Nous continuerons également d'autres initiatives sur lesquelles nous sommes en train de travailler. C'est tout ce qui est structuration de l'économie circulaire, c'est tout ce qui est certification de nos sites à travers ISO 14001 pour l'environnement et 50001 pour tout ce qui est efficacité énergétique. Nous continuerons justement sur cette lancée et les résultats de ces initiatives qui ont été mises en place n'ont pas manqué de se faire sentir. D'ailleurs, le bilan carbone que nous venons de réaliser pour l'exercice passé a démontré, a dégagé une diminution de l'ordre de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour pouvoir situer ces 30%, le gain qu'on a pu, substantiel qu'on a pu dégager à travers quelques exemples de comparatifs, c'est l'équivalent en quelque sorte de 11 000 voitures par jour circulant sur l'autoroute Casablanca-Rabat. C'est l'équivalent d'une année de chauffage pour 25 000 ménages ou bien de 5 millions d'arbres comme puits de CO2. Justement, par rapport aux perspectives et au rôle à jouer, nous restons convaincus du fait qu'il faut chercher un dosage mixte entre les différents modes de transport, tout en s'appuyant sur le développement du transport collectif, vu ses atouts intrinsèques pour la collectivité. Entre autres, il y a le mode ferroviaire, qu'il faut accélérer son développement pour en faire l'épine dorsale de la mobilité durable au sein de notre pays, surtout devant, je dirais, les inducteurs, l'évolution des inducteurs de mobilité et des tendances qui se dessinent pour l'avenir, en termes notamment, comme vous le savez, en termes de taux d'urbanisation, de croissance de la population, d'ancrage économique et, comme il a été bien dit, en termes d'aménagement de territoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Saïd, pour cette intervention. Donc, c'est très intéressant de voir les avantages du transport fer sur la sécurité, par exemple, ou sur la consommation d'énergie. C'est marquant de voir que les ratios entre niveau de transport, enfin, capacitaire et émissions, très intéressant. Intéressant aussi de voir l'effort de transition énergétique, notamment sur plus d'énergie verte pour alimenter les systèmes, donc atténuer davantage sur les questions d'émissions. Est-ce que, peut-être juste une rapide question, mais sur l'adaptation, est-ce qu'il y a déjà des choses en cours sur notamment les infrastructures ferroviaires qui peuvent souffrir parfois des effets du changement climatique? Est-ce que vous voyez au niveau des infrastructures, on sait que par exemple en France, sur des gros pics de chaleur, les TGV ne fonctionnent pas forcément. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus? Et peut-être l'autre aspect, ce serait, est-ce que, comme vous avez une casquette UIC, quelle collaboration le Maroc a avec des pays voisins sur cet exemple quand même du développement du ferroviaire au Maroc? Oui, pour la première question, je dirais qu'on a justement, c'est une question préoccupante et pour laquelle nous avons mis en place tout un schéma directeur pour pouvoir identifier, par exemple, les points sensibles au niveau du réseau et mettre en place des actions ciblées pour pouvoir atténuer l'effet climatique et contribuer par voie de conséquence à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans ce sens à l'horizon de 2030. Pour votre deuxième question concernant la coopération et le rôle joué par l'UIC Afrique au sein de ce continent important, il faut dire que le Maroc, tout d'abord, il faut souligner que le Maroc préside la région Afrique, l'UIC Région Afrique, depuis 2010 et également il assure la vice-présidence de cette institution internationale. Et dans ce cadre, nous avons mis en place toute une panoplie d'actions pour pouvoir, je dirais, partager les bonnes pratiques et relever
relever et faire évoluer le niveau et le système ferroviaire au sein de ce continent afin qu'il puisse jouer pleinement le rôle qui lui revient dans le développement économique socio-économique de ce continent. Et là, dans ce sens, justement, on vient d'achever un travail structurant qui vient d'être réalisé, achevé et qui a été validé à l'unanimité. Et aujourd'hui, il s'agit de la stratégie de revitalisation et de développement du rail à l'horizon 2063. Vous allez me dire pourquoi 2063 c'est loin, parce que pour la simple raison, c'est que c'est le premier secteur qui s'est aligné par rapport à l'agenda de l'Union africaine 2063 pour pouvoir dessiner le futur de développement du ferroviaire afin qu'il puisse se positionner en tant qu'épine dorsale de la mobilité au sein du continent. Autre action concrète à partager avec l'auditoire dans ce sens, c'est que nous réalisons au sein du Maroc des cycles de formation autour de 4 thématiques qui constituent le centre d'intérêt des réseaux africains et pour lesquels annuellement, ces 4 formations annuellement, pour lesquelles nous accueillons à peu près 400 responsables des réseaux africains pour pouvoir débattre autour de thématiques importantes et partager les bonnes pratiques dans ce sens. Merci beaucoup. Pour tout cela, c'est effectivement le rayonnement de ce savoir-faire est absolument primordial. On parlait tout à l'heure de coopération, notamment ce que fait Codatu. Merci de partager tout ça. Donc, pour le prochain intervenant, donc c'est Monsieur Anouar Benazouz, directeur général des autoroutes du Maroc. Donc là, on va passer sur des infrastructures un peu différentes, donc routières et autoroutières. Mais Monsieur Anouar Benazouz, je voulais vous poser la question, quel est l'effort qui est en cours ici dans votre structure des autoroutes du Maroc pour la décarbonation de ces autoroutes et aussi un peu la même question pour l'adaptation des infrastructures face au contexte de changement climatique? Merci. Au fait, les autoroutes du Maroc ont un avantage particulier, c'est qu'elle est jeune. Elle a été créée en 1989, alors que par exemple le chemin de fer, il est déjà centenaire, je pense. Et l'avantage d'une infrastructure jeune, c'est qu'on peut, dès la conception, inclure cet aspect de changement climatique. Et Sa Majesté a mis le niveau très élevé pour 2030 en termes d'énergie renouvelable. Et donc, dès la construction et la conception de l'autoroute, cet aspect est très important. Le problème que nous avions eu dans le passé, c'est qu'il faut réfléchir à tout l'écosystème. C'est-à-dire, on ne peut pas une seule société décréter qu'on peut faire des choses elle-même, il n'y a pas l'écosystème, il faut le créer et ça prend des années. Donc sur l'aspect par exemple plantation d'arbres, on a déjà planté 3 millions d'arbres et on est actuellement en train de planter 800 000 arbres. Donc on arrivera dans les prochaines années au chiffre de 4 millions d'arbres. Donc ça c'est très important. Deuxième chose, c'est dans la solution des problèmes qu'on trouve, par exemple, l'érosion ou des talus dans des endroits comme Fès, Taizat, où on a une qualité de sol qui n'est pas riche. Là, on a travaillé avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, pour développer des plantes qui sont des plantes sauvages pour stabiliser les talus. Parce que la solution, c'est d'utiliser le béton, ça coûte cher et c'est moche. Et faisant ça, on doit créer l'écosystème, on doit multiplier les semences, et donc on a impliqué les riverains qui ont des terrains limitrophes à l'autoroute, qui ont été expropriés pour multiplier la semence. Et en faisant ça, on a réussi à faire plus de 100 hectares, et on a à peu près des milliers d'hectares à faire pour rendre l'autoroute verte dans ce sens. Il y a aussi l'aspect ressources naturelles de l'eau. Par exemple, on a développé une technologie de compactage à sec qui permet d'utiliser une fraction
de l'eau pour compacter les millions de mètres cubes de terre qu'on fait bouger pour la construction. Et par exemple, Marrakech-Agadir a bénéficié de cette solution de compactage à sec. Elle a dépassé maintenant 10 ans. Donc on est en train d'évaluer l'impact sur le long terme d'une solution technologique dans ce sens. Et ça, c'est des choses où ADM a eu la conception, mais il y a tout derrière un écosystème de petites et moyennes entreprises qui ont travaillé sur ça. Dernièrement, on a travaillé avec l'IRESEN pour mettre la recharge électrique, bien que sur le plan loi, on attend un décret pour résoudre un petit problème, mais on a par exemple la possibilité de recharger de Tanger vers Agadir au Maroc. C'est déjà fait. C'est vrai que le temps de recharge, il n'est pas court, mais c'est déjà un départ. Donc s'il y a quelqu'un qui a une voiture électrique, il ne peut pas dire qu'il ne peut pas prendre l'autoroute. Voilà, c'est des choses assez concrètes, mais comme a dit M. Soulage, c'est des solutions où on imagine l'avenir. Donc ce n'est pas des solutions où on copie quelqu'un ou on fait des choses. Il faut imaginer l'avenir et il faut que l'écosystème, il faut que tout le monde travaille dans la même direction pour innover et créer. Et nous sommes très agréablement surpris de l'innovation dans ce secteur et Autoroute du Maroc espère au Maroc au moins être le leader dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Pardon. J'ai une question. Non, mais juste pour dire, voilà, sur le principe, quand on parle décarbonation des mobilités et qu'on parle autoroute, ça peut interpeller, mais il est important justement de travailler dans la même direction, de s'insérer dans un écosystème, comme vous venez de le dire, et de voir comment aussi être plus vertueux. Et donc, vous venez d'apporter des exemples assez concrets dans ce domaine-là, sur la gestion de l'eau, sur l'utilisation d'énergie plus verte, sur aussi la mise en place de bornes de recharge. Donc effectivement, c'est ce travail-là en écosystème et je pense qu'il est important qu'on continue toujours d'avoir ces échanges-là pour que chacun puisse se tirer vers le haut de manière vertueuse. Tu avais une question ? Oui, juste une petite question à M. Benazou, si vous le permettez. Et je suis vraiment agréablement surpris pour savoir qu'il y a un effort pour la plantation d'arbres, etc. Mais quels sont les défis que vous rencontrez pour passer à cette transition verte? Est-ce que les utilisateurs des autoroutes sont sensibilisés et on va conscientiser? Merci. En fait, la problématique de l'environnement en soi, c'est qu'il faut toujours trouver des solutions adaptées et qui répondent aux vrais besoins. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas créer un service sur autoroute et dire aux gens de payer 2 fois le péage pour être des bons citoyens environnementaux. Il faut trouver des solutions qui sont adaptées pour tout le monde. Par exemple, Jawaz, la solution Jawaz de télépéage, c'est quelque chose qui participe particulièrement à la réduction d'émissions. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'accélération. Il faut savoir, pour les poids lourds, au niveau des gares de péage, freiner et accélérer, c'est à peu près 2 litres d'essence. Donc c'est assez important. Au Maroc, on a mis la solution de télépéage, mais on n'a pas dit que c'est pour la décarbonation, on n'a pas dit pour ça. On a dit le gain de temps, et actuellement, on a 60% des Marocains qui passent par Jawaz. Et c'est à peu près 4-5 ans. Particulièrement au moment de Covid, on a eu une accélération. C'est le moment de Covid, on a vu une accélération. Mais le service doit être là. Il faut que les gens soient convaincus de la solution. Si la solution elle est bonne et elle répond aux besoins climatiques, c'est déjà mieux. Mais on ne peut pas exiger aux gens de payer plus pour ça. Donc le défi particulier, c'est l'écosystème. C'est-à-dire, en général, il faut créer des sociétés presque. On ne trouve pas, par exemple, à chaque fois, on veut faire des solutions intéressantes. Par exemple,
on fait beaucoup de travaux de réparation. C'est normal, lorsqu'on dépasse 10 ans, on doit reprendre l'autoroute. Pour faire ça, il y a des solutions où on utilise le bitume, c'est-à-dire on recycle le bitume. Et ça, il faut créer toute la chaîne des sociétés pour faire ça, la chaîne de valeur, et ça prend du temps. Donc réellement, c'est le défi climatique. Nous avons 2030 des objectifs. Pour exécuter des solutions, on a la solution, mais pour qualifier l'écosystème et tout, ça prend du temps. C'est ça le vrai sujet. Merci. Merci beaucoup. Donc on a commencé un peu en retard, un tout petit peu, donc on va falloir accélérer malheureusement, mais on sera disponible pour des questions peut-être à la sortie. Pour finir sur le panel, alors dans ce secteur de la mobilité des transports, on a souvent un peu du mal avec le gender balance et la représentativité homme-femme, mais du coup on a quand même, on va finir avec l'ouverture d'horizon par Alina Koschmeider qui est Climate Change and Environment Consultant pour UN Habitat. Donc on a eu des exemples là, vraiment très concrets, très précis, comment on peut planter des arbres, lutter contre l'érosion sur les abords des autoroutes. On va maintenant ouvrir les horizons sur votre expérience et votre expertise à UN Habitat sur ces questions-là de mobilité. Donc Aline, vous avez, je crois, une petite présentation avec des exemples du monde entier. Je vous laisse la parole. Merci. Je pense que ça marche, le micro. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez envoyer la présentation, s'il vous plaît, à la régie ? Alors, pendant qu'on attend de la présentation, déjà merci de m'avoir invité à ce panel. Je m'appelle Alina Koschmeider, du coup, je travaille à ONU Habitat avec une section qui travaille sur tout ce qui est planification urbaine, finance et économie. Et du coup, j'ai décidé d'orienter mon intervention un peu plus sur le lien entre la planification urbaine et la mobilité urbaine durable. Du coup, j'espère que ça sera aussi complémentaire un peu avec les interventions qui ont eu lieu sur justement les aspects un peu plus liés à l'infrastructure, les différents modes de transport, pour avoir cette approche un peu plus portée sur la planification urbaine. Du coup, la présentation est structurée un peu autour de ces 4 éléments. D'abord, un tour d'horizon des défis que nous rencontrons aujourd'hui en termes de planification urbaine et mobilité. Quelques leviers que nous proposons aussi à ONU Habitat pour une mobilité urbaine plus durable et plusieurs études de cas aussi que je vais vous présenter. Et pour finir aussi, certains outils et publications qui ont été développés par ONU Habitat sur le sujet. Du coup, juste pour commencer, pour montrer à quel point finalement la planification urbaine, le développement urbain et la mobilité urbaine sont vraiment liés, et pour souligner aussi à quel point justement c'est important de penser la mobilité urbaine aussi sous le prisme de la planification urbaine, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de villes dans la région méditerranéenne, mais aussi au niveau mondial, qui font face à des problèmes justement d'une croissance qui va encore beaucoup plus vers l'extérieur, avec des populations, des densités de population faibles. Et tout ça, ça crée des problèmes en termes de congestion sur les routes, en termes d'utilisation de voitures, d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi en termes de bien-être, parce que la distance entre les maisons souvent et le lieu de travail va augmenter. Et justement, on a encore beaucoup de villes qui font face à cette croissance urbaine qui va beaucoup plus vers l'extérieur que vers le haut. Et ça crée beaucoup de problèmes liés aussi aux investissements dans les transports et aussi en termes de gaz à effet de serre. Et aussi, justement, cette croissance vers l'extérieur est aussi souvent liée à des densités urbaines plus faibles. Et on a des études qui montrent qu'une densité urbaine plus faible est aussi corrélée avec une consommation d'énergie plus importante dans le secteur du transport
Et ici, par exemple, on a les exemples de certaines villes américaines qui justement ont des densités urbaines beaucoup plus faibles et qui vont faire face aussi à des consommations d'énergie plus importantes. Du coup, ça montre aussi à quel point c'est important justement de penser ces questions de réduction des gaz à effet de serre en milieu urbain, en pensant aussi en lien avec la densité urbaine. Et aussi, bien sûr, la densité urbaine, ce n'est pas le seul facteur qui va influencer la mobilité. Il y a aussi la croissance économique. On a des études qui montrent justement que la croissance économique est corrélée aussi avec une augmentation du nombre de voitures privées dans les villes. Mais on peut aussi voir qu'il y a des différences clairement quand on regarde les villes dans différentes régions. Par exemple, ici, on a certaines villes américaines qui ont à peu près le même niveau de développement économique que certaines villes en Europe. Et en Europe, les villes, quand même, on a un taux de voitures privées qui est plus faible quand même qu'aux États-Unis. Du coup, c'est aussi une question qu'on peut se poser, comment on peut découpler finalement ce développement économique d'une augmentation du nombre de voitures privées dans les villes. Et du coup, sur la base de ce tour d'horizon des défis, je voulais vous proposer aussi quelques leviers que nous promouvons aujourd'hui à ONU Habitat sur la question. Du coup, ça ressemble un peu à mon premier diapositive, mais ici, c'est justement pour souligner que si on le pense dès le départ, la planification urbaine, le développement urbain, ça peut aussi être utilisé comme un levier pour créer des mobilités urbaines plus durables. Et ça, c'est lié aussi à une approche qui est assez connue, c'est l'approche Avoid, Shift, Improve, du coup, qui désigne finalement une hiérarchie d'action qui commence justement par tout ce qui est lié plus à la planification urbaine. Ça, c'est l'approche Avoid, en créant des densités plus compactes, justement, et une accessibilité meilleure au transport. Le Shift, du coup, qui est en lien aussi avec tout ce qui est transport public, la mobilité active. Et finalement, ça peut être complémenté par tout ce qui improve en termes de technologie, notamment. Et une autre approche qui est aujourd'hui promue aussi, c'est le Transit Oriented Development, le développement axé sur le transport. Et ici, l'idée, c'est de créer justement des densités urbaines plus compactes et un développement urbain mixte dans les zones qui sont à proximité des transports collectifs à haute capacité. Et ici, on voit bien comment, notamment ce lien entre les transports publics qui vont être créés, mais aussi comment il faut penser les zones qui entourent les stations dans les villes. Et au final, un autre outil, c'est les plans urbains de mobilité durable qui sont aujourd'hui créés dans de nombreuses villes. Ça, c'est pour développer aussi une stratégie à long terme en termes de mobilité urbaine durable qui est pensée sur la base des besoins aussi des utilisateurs et pour réduire les gaz à effet de serre à long terme. Et je vais juste donner quelques études de cas sur lesquels ONU Habitat a travaillé pour donner des exemples non plus concrets aussi en complément de ce qui a déjà été présenté sur des possibilités, des initiatives qui ont été mises en place. Le premier, c'est le cas de Dar es Salaam, où la ville a mis en place un système de bus rapide, Bus Rapid Transit System. Du coup, c'est une ville aussi qui a connu une croissance urbaine très importante et du coup a fait le choix de choisir ce système qui est normalement qui est constitué de bus de haute qualité et à grande capacité qui sont notamment situés normalement au milieu de la route et avec les stations aussi qui sont alignées au milieu de la route. Et aussi en termes de planification, ici un aspect qui a été pensé et qui est important à souligner, c'est justement comment penser les stations de bus et comment garantir aussi un accès sécurisé à ces stations pour permettre à tout le monde aussi d'accéder à ce nouveau mode de transport. Le deuxième étude de cas, c'est la ville de Harar. Ici, ONU Habitat a travaillé sur une proposition pour transformer finalement la ville, parce que la ville, elle est divisée par deux axes d'autoroute qui traversent la ville et qui finalement la fragmentent aussi en 4 quadrants.
Et l'idée, c'était de créer une nouvelle route qui contournerait la ville et de transformer les deux routes qui traversent la ville en un boulevard. Et ce boulevard serait un espace à la fois qui combine les espaces publics, les espaces verts et aussi pourrait accueillir un nouveau moyen de transport public. Et cet exemple, c'est juste aussi pour parler un peu de mobilité urbaine, non seulement en termes d'accès, mais aussi comment elle peut reconnecter différentes parties d'une ville qui peut être peut-être fragmentée et pour améliorer aussi l'accès justement à tous à ces nouveaux moyens de transport. Le troisième étude de cas, c'est la ville de Kisumu qui a développé, avec l'appui aussi d'ONU Habitat, un plan de mobilité urbaine durable. Ici, la ville a vraiment essayé de mettre en place un plan justement pour réduire aussi les gaz à effet de serre. Et il y a différents objectifs qui ont été intégrés dans ce plan, notamment aussi en termes de mobilité non motorisée sur un horizon à 10 ans. Et ça a aussi été combiné avec des réflexions plus larges sur des projets vraiment concrets, comment mettre en place et créer des espaces nouvelles pour la mobilité urbaine active. Ici, c'est un exemple aussi, le lac qui est à Kisumu et qui est proposé d'être utilisé comme un nouveau axe de mobilité active dans la ville. Ça permet aussi de montrer comment finalement on peut combiner la mobilité, les interventions de mobilité urbaine durable avec la création d'espaces publics et aussi les solutions fondées sur la nature. Et juste pour montrer aussi ce dernier étude de cas, je voulais amener, c'est une étude sur la question du genre dans le transport public qui a été développée à Cairo. C'était développé notamment dans le cadre d'une création d'un nouveau système de bus. Et la question, c'était de mieux comprendre quelles sont les expériences, les besoins des femmes dans les transports en commun et aussi quels modes de transport sont finalement où elles se sentent le plus sécurisées ou moins. Et l'étude de cas a amené à créer cette publication qui met en avant différents moyens pour créer justement ce système de bus plus sensible à la question du genre et comment on peut l'intégrer dans les différents éléments de la mobilité comme les véhicules, les services et aussi par exemple le recrutement dans le transport. Et juste pour montrer ce cas, parce que finalement quand on parle de mobilité urbaine durable, c'est aussi comment permettre à tous et toutes d'accéder à ces nouveaux moyens de transport et par exemple pour éviter que les femmes à la fin elles vont prendre le taxi au lieu de ce nouveau transport de bus, c'est une question importante. Et juste pour finir sur présentation de quelques outils, publications, du coup, ONU Habitat a travaillé sur différents types de publications, certains plus axés sur la mobilité urbaine durable de façon globale, mais aussi une publication sur la mobilité active et sur la mobilité électrique. Et il y a aussi des publications qui sont plus spécifiques sur certains modes de transport, comme par exemple ici le bus ou les minibus. Voilà, et je vais finir juste sur ces quelques éléments clés. Je pense qu'il faut vraiment développer une approche intégrée, ça a déjà été dit plusieurs fois par les intervenants, de penser plusieurs enjeux en même temps, de aussi justement penser en termes de développement urbain mixte. Justement, c'est le lien avec la planification urbaine et de créer des densités à certains endroits et de penser aussi la sécurité et l'accès à ces nouveaux modes de transport, à ces zones de transport actifs pour tout le monde et de développer aussi une approche à long terme qui soit stratégique, notamment par exemple en passant par des plans de mobilité urbaine durable sur un terme plus long et aussi justement créer un transport qui soit inclusif pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci Alina pour ces éclairages très complets. Merci à UN Habitat aussi, je voulais dire, c'est très intéressant tout ce travail qui est fait, cet effort notamment, vous avez vu de nombreux outils, de nombreuses études et un accompagnement
de villes. C'est vraiment un effort à saluer et n'hésitez pas à aller voir tous ces outils-là qui peuvent vous être utiles en tant que décideurs locaux, par exemple. Peut-être juste une petite question, Elena, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on a vu un graphique intéressant là, sur l'intensité des émissions liées au transport en Amérique du Nord, Europe, tout ça. Le continent africain et le Maghreb, les villes explosent et se développent très 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 vite. Est-ce que vous avez une idée de la trajectoire peut-être sur le Maghreb, que les villes sont en train de prendre par rapport à leur mobilité? Est-ce que ça suit plus un modèle qu'un autre? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Enfin, quelle est la trajectoire qu'on voit arriver? Finalement, je pense que c'est un peu le moment aussi aujourd'hui sur lequel on travaille pour revoir comment le trajectoire il va être. Mais on a bien vu dans le cas de Kisumu, par exemple, non où quand ils ont créé le plan de mobilité urbaine durable, ils ont créé 2 scénarios. Un scénario qui est justement basé sur la croissance démographique et si on ne fait rien, on voit bien que l'augmentation du nombre de voitures individuelles et l'impact en termes de gaz à effet de serre qui sera très important. Et je pense que c'est quelque chose de similaire qu'on pourra imaginer pour beaucoup de villes qui connaissent cette croissance démographique forte. Et à l'opposé, du coup, avec le scénario qui est basé sur la mobilité urbaine publique et les investissements dans les infrastructures de mobilité active et partagée, où on voit clairement que même si la croissance démographique, elle est forte, si on adapte aujourd'hui les modes de transport, ça peut permettre de diminuer quand même ou d'avoir une croissance beaucoup plus faible des émissions de gaz à effet de serre. Très bien, merci. On touche à la fin de l'exercice, je crois qu'il nous reste quand même quelques 5 minutes. Peut-être pour revenir aux intervenants et aux panélistes, Alina a fini sa présentation sur des takeaways, donc des recommandations. Peut-être au regard, vous, de votre propre expérience et des échanges qui ont eu lieu, quelles seraient pour vous des recommandations assez opérationnelles, des innovations à mettre en place pour justement tendre au développement de mobilité plus durable dans vos contextes respectifs? Je l'adresse à personne en particulier, mais est-ce que certains d'entre vous voudraient réagir? Peut-être sur les chemins de fer. Ouais, Bernard. En fait, je dirais à travers la discussion qu'on a et l'échange qu'il y a eu, on peut dire qu'il n'y a pas de solution magique à partager ou bien à transposer d'un pays à un autre. Ça, c'est clair. Il faut prendre en considération les spécificités et le contexte de chaque pays, le contexte aussi bien économique, politique, que de développement et des perspectives et des ambitions de développement. Mais il y a un noyau dur sur lequel les expériences et les cas qui ont été présentés démontrent bel et bien qu'il y a un noyau dur sur lequel on est obligé de s'appuyer. Ce n'est plus un choix, mais plutôt une nécessité qui est dictée. C'est le cas de développer des villes smart qui seront accompagnées par des systèmes de transport intelligents, des systèmes de transport basés sur la digitalisation et surtout sur un système de transport basé sur une planification stratégique de manière à chercher la complémentarité et la synergie entre les différents modes afin d'en tirer le meilleur profit pour la collectivité d'une manière générale et le déplacement du citoyen au quotidien. Merci. Bernard, vous vouliez... Oui, moi j'ai un rêve et puis deux remarques. Le rêve, mais peut-être qu'il peut devenir réalité, c'est celui que j'avais quand j'étais un jeune étudiant en urbanisme, c'est que le monde entier fasse comme les Suédois ou c'est-à-dire qu'on construise la ville autour des moyens de transport collectif. Et mon pays a fait exactement l'inverse et on en bave tous les jours. Donc je sais que c'est très compliqué, mais c'est vraiment fondamental. Parce que sinon, encore une fois, on vide l'océan avec une petite cuillère plus ou moins grosse, mais si on n'a pas construit un urbanisme résilient et efficace,
Et c'est possible. Hein. Moi, je l'ai fait dans ma propre commune. J'ai pris le modèle de ce que j'avais vu il y a 40 ans en Europe du Nord. Et les deux choses qui, à mon avis, sont valables pour tout le monde. La première, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier ou les pieds dans le même sabot. Vraiment, en la matière, je reviens de tous ceux qui pensent avoir la solution. Je vous prolonge la solution. Quelle que soit l'énergie, que ce soit les modes de transport, que ce soit les façons de tarifer, il y a des solutions extrêmement variables et il faut être un pragmatisme absolu. Et la deuxième, c'est que personne ne doit avoir de complexe sur l'innovation. J'attends que les Européens, je le dis ici au Maroc, acceptent l'idée que l'Afrique a été plus vite sur la digitalisation que l'Europe. Et pourtant, ça a fait faire des progrès considérables. Et donc peut-être que c'est ici qu'on inventera cette étape de la mobilité totalement digitalisée, alors que nous, on en est encore incapables. Alors c'est vrai qu'il y a des progrès au Japon, etc., mais dans un pays comme la France, on est incroyablement en retard. Et peut-être que les solutions que j'évoquais tout à l'heure, elles vont naître ici, comme le bus à haut niveau de service est né en Amérique latine, ou le transport par câble est incroyablement développé en Amérique latine, et chez nous, il faut encore 10 ans et personne n'y croit. Donc il y a vraiment là-dessus à se dire, les innovations, elles peuvent être partout, et parfois on peut sauter des étapes et donner des leçons à ceux qui nous en donnaient très longtemps. Merci. C'est bon. On a 1 minute pour une question de la salle avant qu'on fasse la conclusion. Je vais vous passer le micro direct. Merci de vous présenter. Donc bonjour, je suis Ben Barka Abdelmoula et je suis sur Tanger et je suis actif associatif. Donc on fait peu pour le climat, nous ne nous laisserons pas à le dire, le redire, on ne fait pas assez pour notre planète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous consommons en 7 mois ce que la planète produit en 1 an. C'est ce qu'on appelle l'éco-capacité. Donc on est déficitaire. Maintenant la question c'est bien de parler de la mobilité, mais il faut l'intégrer dans sa globalité, dans le contexte global. Nous avons construit, et c'est les Occidentaux qui l'ont fait pour nous, une civilisation basée sur la consommation. Et cette consommation, aujourd'hui, on la voit, elle est fortement reliée à la consommation d'énergie qui nous donne prospérité et économie, avec 2 limitations. La première, c'est la raréfaction des ressources. Parce que le pétrole, le gaz et le charbon, ils n'en ont pas pour longtemps. Et puis, la deuxième limitation en aval, c'est le réchauffement planétaire. Maintenant, la question, est-ce qu'on sait vivre sans énergie fossile aujourd'hui? Les 8 milliards, on ne sait pas vivre comme ça. La question est très simple. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au modèle économique? Aujourd'hui, le modèle économique, c'est lui qui est donc driver de cette mobilité. On fait beaucoup de mobilité parce que notre modèle économique, c'est un modèle qui est basé sur la consommation, sur un taux de croissance toujours positif, et c'est lui qui va drainer donc, plus de mobilité, tout ça. Mais j'ai une remarque par rapport à l'ONCF, qui a fait une action très louable, il est très intéressant. C'est l'énergie verte issue des énergies renouvelables pour les trains. Mais c'est seulement une question de réallocation de cette énergie. Donc on a pris l'énergie verte, au lieu d'aller vers l'industriel, on ne l'a pas produit en plus, elle était toujours là, c'est placé dans un compte au lieu d'un autre. D'ailleurs, le facteur d'émission du Maroc, il est à 721 grammes CO2 par kilowattheure électrique et c'est parmi les plus forts au monde. Et merci. Une dernière question, je suis désolé, on est vraiment en retard de 1 minute sur le programme. Une question, s'il vous plaît, on remplace ça pour la session suivante. D'accord. Bonjour. Tourias Berry, présidente de la Fédération Fédérec et de Cluster Économie Circulaire. J'ai une question et une précision par rapport à ce que la remarque que vous avez dit pour le recyclage des déchets de chantier, qu'il n'y avait pas de structure au Maroc. Il y a énormément de structures au Maroc. À travers la fédération, nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui font du recyclage de déchets de construction. Moi-même, j'en fais. J'en ai fait en France parce que je suis franco-marocaine. J'en ai fait en France. Je suis rentrée définitivement au Maroc.
pour appliquer mon savoir-faire et apporter un plus dans ce domaine-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Et si c'est la demande qu'on peut vous demander à travers FEDEREC, c'est de nous aider à convaincre nos autorités à faire des lois. Parce que du béton, je peux vous en faire en recyclage, on peut vous faire tout ce que vous voulez, mais il faut juste que les lois puissent exister pour vous permettre, vous, de l'utiliser. Merci. La première question, c'est très difficile. Il parle de modèle économique, c'est un sujet d'un panel, un autre panel, pas celui-là. Par contre, pour les lois, il y a un processus pour arriver à la loi. C'est-à-dire il faut tester quelque part, analyser les résultats avec un laboratoire, et une fois ces résultats sont faits, on peut arriver à dire voilà la loi. Moi, ce que je parlais sur le chantier d'autoroute, c'est-à-dire le recyclage, c'est-à-dire on va utiliser 20% de l'ancien bitume. Et après, on mesure l'impact et on regarde si la performance elle est bonne pour l'exécuter après. Donc nous, on n'a pas le problème de loi, mais on a le problème de la performance et de l'écosystème. Mais pour les lois, vous avez raison, il y a un cheminement avant d'arriver à la loi. Et le cheminement, c'est tester quelque part, avoir un pilote, avoir des résultats, des chiffres, et après, ça viendra. Voilà, merci. Merci Romain, c'est vraiment difficile de faire une conclusion de tout cela, surtout qu'on est pris par le temps. On a préparé un petit rapport qu'on va partager avec vous, mais juste pour dire un mot, pour remercier d'abord tous les panélistes, M. Benazzouz, M. Bernard, et Sechendeid et Alina, bien évidemment notre modérateur, de leurs interventions très riches et intéressantes. On a eu droit aujourd'hui à un panel très intéressant qui regroupe des opérateurs nationaux de renommée, non seulement nationale, mais africaine et arabe, internationale même, une expérience d'une association et d'un expert international, et puis une organisation internationale qui est ONU Habitat et qu'on a l'honneur de représenter ici. Et on a aussi l'honneur d'organiser cette session en collaboration avec Climate Change. Ces différentes expériences nous ont montré les différents enjeux et même les dilemmes des fois que nous avons en face de nous sur la question du transport et du développement économique d'une façon générale et du développement durable. Et on a mesuré ensemble quelle est l'importance du transport, que ce soit urbain, que ce soit le transport routier, autoroutier ou ferroviaire, que ce soit aussi le linkage entre le rural et l'urbain, et cette urbanisation qui n'arrête pas d'accélérer, et ça c'est très important. Il y a des solutions. Bernard a dit qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de recette. C'est ça Bernard? Il faut s'adapter. Il y a des solutions, mais il faut s'adapter au contexte. On a vu l'exemple de l'ONCF qui a mis en place une stratégie carrément innovante pour décarboniser. On est déjà à 30%, c'est Chendid. On a vu l'effort fait par les autoroutes du Maroc sur la plantation d'arbres. Le chiffre est impressionnant, c'est à peu près 4 millions. Et ce n'est pas encore fini. On a vu ce que fait ONU Habitat avec les exemples qu'on a vus dans les différentes villes, que ce soit au Caire avec l'inclusion et la gendérisation. C'est un exemple magnifique. Kisomo et j'en passe à rare. On aurait aimé avoir d'autres orateurs avec nous, mais malheureusement, pour des conditions un peu urgentes, on avait invité la société Rabat Région Mobilité, Madame Boutaleb, qui s'est excusée hier à la dernière minute pour des raisons de santé.
Et puis on avait invité M. le maire de Tanger. Apparemment, il a un empêchement majeur. Mais je crois qu'on a eu droit quand même à un panel assez riche. Je vous en remercie et vous en félicite. Et je remercie encore une fois les organisateurs de cette MEDCOP très intéressante qui sera certainement l'occasion de débattre et d'échanger sur des pratiques, des bonnes pratiques, mais aussi des mauvaises pour en tirer les leçons. Et ONU Habitat, pour conclure, c'est un bureau qui vient d'ouvrir au Maroc il y a 2 ans, mais on est prêt on a déjà des pistes de collaboration avec les différentes organisations et les différents ministères. On est à l'écoute pour travailler ensemble, Inch'Allah. Encore une fois, merci Romain, et je te laisse le mot de la fin comme modérateur. Merci, non, mais c'est juste vraiment pour finir, vous remercier. On est en retard, donc on va rendre la salle. Et n'hésitez pas à nous attraper à la sortie si vous avez des questions pour aller plus loin. Merci à tous.